on va s'intéresser donc à une carte blanche de Roch-Olivier Mestre, le président du CSA, du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Conseil supérieur de l'audiovisuel. Donc pour sa carte blanche, il est question, vous le verrez, de sa sidération à l'égard de la pandémie et puis surtout l'adaptabilité des médias face à la crise. C'est vrai qu'on vient d'en parler à l'instant sans avoir la liaison avec Arnaud, et on en a parlé également dans la première table ronde. Roch-Olivier Mestre. J'ai eu un sentiment de sidération, je dirais, face à cette pandémie très inattendue et face surtout aux conséquences qu'elles ont pu avoir. À certains égards, pour employer une formule littéraire, j'ai plusieurs fois eu le sentiment de vivre un peu une dystopie, d'être dans un univers totalement sombre, comme on en trouve dans certains romans, un peu comme dans la chanson prémonitoire des Rolling Stones, Living in a Ghost Town, me promener dans les rues de Paris totalement désertes. C'était un élément pour moi de sidération qui m'a beaucoup frappé. Et en parallèle, effectivement, comme tous nos concitoyens, un extrême besoin d'information. Et j'ajoute à ça une dimension qui a beaucoup compté pour moi, qui est la dimension internationale. Je trouve que c'est une période dans laquelle on avait besoin de savoir d'abord comment ça se passait en Chine, comment ça se passait en Italie, comment sur notre continent les Allemands se sont confrontés à cette pandémie, les Anglais avec les hésitations du gouvernement britannique, et puis bien sûr, et aujourd'hui encore, je le suis tous les jours en regardant attentivement la campagne électorale aux États-Unis. Moi, j'ai été épaté de la façon dont les médias se sont adaptés à la crise, parce qu'il fallait d'un côté, bien évidemment, protéger la santé de toutes les équipes, en l'occurrence des journalistes dont nous parlons, avec des contraintes auxquelles toutes les entreprises, que ce soit le monde de la radio, que ce soit le monde de la télévision, étaient confrontées, avec des personnes qui parfois étaient malades, des équipes qui étaient en télétravail, donc une organisation radicalement différente pour s'adapter aux circonstances, et en même temps assurer l'émission, mais les assurer face à une demande qui était extrême. Beaucoup de journalistes dans les rédactions nous ont dit qu'ils pouvaient recevoir parfois plusieurs centaines d'appels de téléspectateurs ou d'auditeurs qui voulaient avoir de l'information, des explications supplémentaires, de l'expertise. Et je trouve la façon dont les médias, alors ça vaut aussi bien pour les radios, la petite radio associative jusqu'aux grandes radios nationales ou la télévision, la façon dont ils se sont adaptés malgré des contraintes très fortes d'organisation, m'a beaucoup impressionné. Ce que je constate, puisque le CSA est amené depuis la fin de 2018 et la loi relative à la lutte contre la manipulation de l'information, ce qu'on a appelé la loi Infox, ce qui m'a frappé dans cette période, c'est que les infox sur les questions de santé, les fausses informations qui ont pu circuler, les théories complotistes qui ont pu se développer, nécessitaient une réponse appropriée. Alors c'était des infox qui circulaient beaucoup sur les réseaux sociaux, mais qui justifiaient précisément d'avoir des rédactions professionnelles qui s'adaptent à ce contexte-là et qui puissent lutter contre ces informations en faisant du fact-checking, comme on dit en bon français, de corriger ces activités et ces fausses informations. Et je trouve que les rédactions, de ce point de vue-là, ont très bien réagi. Je trouve qu'elles ont su, de façon générale, très bien diversifier l'expertise, parfois un peu trop, et c'est l'un des constats qu'on a tous été amenés à faire, c'est de voir combien la parole médicale, face à des phénomènes de ce type, peut parfois être incertaine, voire parfois contradictoire, et susciter le débat. Donc on est en attente d'une réponse scientifique sûre, et on se trouve confronté aussi dans le milieu médical à des débats. Mais je trouve que sur ces questions, les rédactions, de façon générale, ont fait preuve à la fois d'un très grand professionnalisme, et plus que jamais, ces circonstances montrent qu'une rédaction composée de grands journalistes professionnels qui vérifient l'information est un véritable plus
pour nous tous, pour nos démocraties, et d'éclairage. Donc j'avoue, j'ai plus vu des éléments positifs que des éléments négatifs sur cette période. Ce qui me frappe sur la période, c'est le développement spectaculaire de la durée individuelle d'écoute. Donc les audiences sur les télévisions, pour ne parler que d'elles, vont augmenter dans des proportions très importantes. Et au sein de cette augmentation de l'audience, les sessions d'information ont progressé dans des proportions absolument remarquables. Donc il y a eu cette demande vraiment de plus d'informations, de plus d'explications, de plus d'expertise. Et je trouve que les médias traditionnels, comme on dit, ont très bien su répondre. Et je pense que c'est un contrepoint, vraisemblablement, à ce qu'on a pu constater sur les réseaux sociaux, où les fausses informations sur les questions de santé représentent grosso modo 40% des fausses informations. Hein. La problématique santé, sanitaire, elle est très, très prégnante sur les réseaux sociaux. Et donc, je ne sais pas si on peut parler d'un dialogue de l'un à l'autre, mais en tout cas, on a eu une réponse très, très professionnelle et qui, je crois, était bien en attente de nos concitoyens. Avec une dimension supplémentaire, je trouve, sur les médias traditionnels, c'est un développement d'interactivité très forte avec les auditeurs, avec les téléspectateurs. Et ça, je crois que c'est un enseignement important pour l'avenir. On avait tendance à considérer que le numérique, ou le non-linéaire, comme on dit, emportait tout sur son passage. Et on a vu que ce n'était pas le cas, que la télévision historique telle qu'on l'a pratiquée, retrouver de l'audience, y compris sur les jeunes publics, que ces carrefours qui rassemblent beaucoup de monde retrouvaient une importance très grande. Et deuxième observation, je pense pour l'avenir, c'est que cette fonction servicielle des médias, d'apporter d'être à la fois en dialogue et en écoute avec les auditeurs ou les téléspectateurs, mais en même temps en apport de service, en apport d'éclairage, est quelque chose qui, je trouve, est très encourageant pour l'avenir. Donc c'est une crise qui est pleine d'enseignements de ce point de vue-là, sur la place très forte que gardent les médias traditionnels dans notre paysage, sur un besoin de plus de proximité, très certainement, y compris d'informations de proximité. On voit bien le développement des télévisions locales ou des radios de proximité. Et puis, ce besoin de plus de services, je dirais, de la part des médias et des attentes qui s'expriment. Pour nous, bien évidemment, d'abord, ça a accru encore notre proximité avec tous les acteurs. Le premier choix, bien évidemment, stratégique qu'on a fait, c'est d'être le plus à l'écoute, le plus en proximité, avec des échanges quotidiens, voire multi-quotidiens, avec les responsables de toutes ces entreprises, pour bien comprendre les difficultés auxquelles ils étaient confrontés et pouvoir y répondre. La deuxième orientation qu'on a prise, c'est de faire preuve de pragmatisme. On est le gardien de règles qui sont posées par la loi, le gardien des conventions qui régissent ces acteurs, conventions qui les lient au Conseil. Mais là, l'urgence, c'était de faire preuve de compréhension, de pragmatisme et de s'adapter et d'accompagner ces médias dans les efforts d'adaptation eux-mêmes qu'eux-mêmes faisaient pour à la fois répondre à la demande des auditeurs et des téléspectateurs et gérer leurs propres contraintes. Donc on a fait preuve de beaucoup de compréhension, de souplesse dans l'application des règles. Et très vite, on s'est mis en ordre de bataille pour élaborer nous-mêmes une série de propositions qu'on a souhaité formuler en direction des pouvoirs publics pour accompagner ces médias à la fois au cœur de la crise, puisqu'ils ont été confrontés à un choc très important en termes de ressources. Je pense notamment à tous les acteurs privés qui ont vu un effondrement de leurs recettes publicitaires. Donc on a souhaité pouvoir répondre et proposer des mesures destinées à assurer des réponses à cette période de crise immédiate, mais surtout à construire l'après, à participer à la relance. Et donc on est heureux de voir que dans le plan de relance qui a été adopté par les pouvoirs publics, cette dimension-là a bien été prise en compte, avec le souci vraiment qu'on a eu depuis le départ de bien porter ces attentes et ces difficultés des acteurs.
été effectivement confronté à cette maladie, pas dans des circonstances trop graves, heureusement. Ce que j'ai ressenti, comme tous ceux qui passent par cette maladie, c'est un terrible sentiment d'épuisement et d'isolement par la force des choses, puisqu'on se retrouve dans une configuration solitaire pour ne pas contaminer les siens ou son environnement. Et donc, c'est vrai que ça développe un peu un sentiment de solitude, et que l'information de ce point de vue-là, les réponses aux questions qu'on se pose sur les réponses à apporter à cette maladie, sur lesquelles on est assez démunis. Je me souviens de mon généraliste, quand je lui ai dit que j'avais ces symptômes, m'a répondu « patience et longueur de temps ». Donc tout d'un coup, on se sent un peu livré à soi-même, en se disant combien de temps ça va durer. Donc là, j'ai le sentiment qu'on passe dans autre chose, et qu'après cette phase de choc, de sidération, il faut qu'on fasse l'apprentissage de vivre avec le virus, de reprendre notre vie normale autant que possible, même si notre façon de travailler va changer, le télétravail va prendre, on le voit bien, des proportions beaucoup plus importantes. Il faut en tout cas qu'on arrive maintenant à franchir une nouvelle étape qui est de vivre avec ce virus et surtout de continuer à vivre tous ensemble. Et de ce point de vue-là, l'information est un élément bien sûr central.